Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Alors, il y a un terme qui me fait rêver, c'est perlescence. C'est pas une couleur ordinaire, mais c'en est une quand même. Euh, c'est lié, alors la notion de perlescence, c'est une notion qui est à cheval entre la physique, entre l'optique des solides. Euh, ce sont des couleurs qui sont, ce sont des effets de matière en fait qui permettent des changements de couleur. Et donc ce sont les couleurs ce sont les couleurs des perles, ce sont les couleurs de la nacre, ce sont les couleurs des plumes de paon, des ocelles des plumes de paon. Ce sont toutes ces couleurs qui sont en mutation continuelle, qui sont en relation entre la matière et la lumière, qui interfèrent avec différents aspects. C'est le sens du mouvement, c'est le sens euh, de l'ancrage dans une substance, mais c'est aussi l'interdépendance qu'il y a entre cette matière et l'observateur. Une brève définition, ça c'est difficile, hein. C'est difficile. Moi, j'aime bien d'aborder la question du lien et du fait que la couleur, c'est un phénomène, c'est une sensation qui est entre la raison et l'intuition. En d'autres termes, on pourrait dire, c'est peut-être un peu caricatural, mais entre le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est ce qu'il y a entre deux choses. C'est le lien qu'il y a entre l'objectivité. L'objectivité, c'est lié à la lumière, à la matière, à l'optique. Et puis c'est lié aussi à toute l'interprétation que l'on peut en faire après en matière de psychologie. Donc c'est ça, c'est le lien qu'il y a entre la raison et l'intuition. Alors c'est une révélation. C'est une révélation. J'ai un parcours avec une formation plutôt rationnelle, des études d'architecture. Ensuite, j'ai suivi les cours de l'école du Louvre. Et puis, j'ai terminé avec l'école pratique des hautes études en sciences religieuses. Donc, là aussi, il y a ce rapport entre la raison, la règle, la sensibilité. Et au moment où j'étais à l'école du Louvre, j'ai effectué un certain nombre de recherches. À l'époque, j'étais totalement passionné. Je le suis toujours, mais avec moins de, moins de déraison. J'étais passionné par l'œuvre d'un peintre hollandais qui s'appelle Mondrian, qui a une démarche en matière de couleur qui est une démarche plutôt de l'épure, hein, d'aller, de réduire la palette à ce qu'il qualifiait d'essentiel. Bon, c'est le rouge, le jaune, le bleu, le blanc et le noir. Et il s'avère que, à l'occasion d'un voyage d'études, là je vous fais une confidence, mais à l'occasion d'un voyage d'études aux Pays-Bas, puisque c'était sa nation d'origine, au Museum à La Haye, c'est l'endroit où il y a le plus de Mondrian au monde. Et ces œuvres, je les connaissais par cœur via des reproductions, j'en avais vu certaines dans des musées, mais là, je suis resté quelques jours dans ce musée à contempler ces œuvres et jusqu'à un moment donné où j'ai eu cette révélation, je percevais des couleurs là où d'autres personnes n'en voyaient pas. Alors, c'est pas parce que j'étais aux Pays-Bas que j'avais consommé des substances illicites en France, mais tolérées euh, à La Haye, à Amsterdam ou à Harlem. Mais il s'avère que euh, j'ai pu révéler, j'ai pu me révéler une caractéristique qui est d'avoir ce qu'on appelle des aberrations chromatiques. Alors, les aberrations chromatiques, c'est un phénomène optique
que certains myopes observent, c'est-à-dire au lieu d'avoir un œil sphérique, eh bien, on a un œil qui est légèrement oblong, et la focalisation des rayons lumineux se fait à l'avant de la rétine. Et lorsqu'il y a des situations de contraste intense, comme le noir sur blanc, ou inversement, le blanc sur le noir, euh, on observe à la lisière entre le blanc et le noir, eh bien, une petite bande spectrale qui est une dimension très intime, c'est-à-dire que on est la seule à le percevoir et les autres personnes se disent quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi je vois rien. Voilà. Donc ça c'était pour moi une révélation de l'intimité, que c'est moi qui crée la couleur en fait, hein, qu'elle n'existe pas sur l'objet, sur l'image, sur le stimulus. Et lorsque je suis revenu en France à l'issue de ce voyage d'études, eh bien, j'ai commencé à m'investir dans des recherches sur la physiologie de la vision, sur euh, la physique de la lumière, etc., etc. Tout ça dans le cadre du Centre français de la couleur. Euh, et puis, c'était le déclencheur. Quelques années après, quelques mois après, j'en suis devenu le principal animateur, le directeur. Et puis, voilà. Donc, après, j'ai quitté une activité dans un bureau d'études d'architecture spécialisé dans le milieu hospitalier pour rentrer dans ce monde de la couleur. Et jamais je n'ai regretté ce choix. Ce choix, voilà, c'est pas du tout un regret, c'est une vocation. Et voilà, donc merci Mondrian. Je suis plus en amour aussi intense qu'à l'époque à son égard. Je regarde toujours ses œuvres avec beaucoup de plaisir, mais j'ai aspiré après beaucoup plus de sensualité, je veux dire. Oui, oui, oui. Alors, il y a des contextes qui me sont particulièrement proches, qui m'émeuvent, qui me bouleversent. Ce sont des contextes culturels. Il y en a deux en particulier qui sont que l'on peut considérer comme étant aux antipodes. C'est toute la culture indienne liée à la couleur, toute la culture populaire, toute la culture savante aussi, et toute la culture japonaise. On est vraiment à des antagonistes. D'un côté, c'est l'explosion, c'est la joie, c'est la synesthésie, c'est l'absence de règles, c'est la liberté totale, c'est l'audace, c'est le bonheur. Moi, quand je travaille avec des Indiens, des Hindous, je prends une leçon systématiquement et ça invite à beaucoup d'humilité. Et lorsque je travaille avec des Japonais, eh bien c'est la même chose, mais dans un registre d'un raffinement extraordinaire, d'une subtilité, d'une d'une puissance, euh, euh, d'une puissance évocatrice. Voilà, donc il y a ces deux extrêmes qui animent mes réflexions sur lesquelles, alors bien évidemment, ça n'exclut pas la manière dont la culture populaire en Afrique aborde la couleur, bien sûr. Mais il y a ces deux bornes d'un côté la culture indienne et de l'autre côté la culture japonaise. Alors, ils sont pluriels. Ils sont pluriels. Il y en a un qui a émergé. Il y en a un qui a émergé il y a à peu près 25 ans en arrière, lorsque j'ai fait une rencontre déterminante. C'est la rencontre avec un prix Nobel de médecine. Prix Nobel de médecine, David Hubel, prix Nobel 81, qui est euh, qui fait partie d'un duo avec Thorsten Wiesel. Ce sont des explorateurs du cerveau. Ce sont deux chercheurs américains qui ont exploré
une partie du cerveau qui est située à l'arrière de la boîte crânienne, hein, l'occiput. Et ce sont eux qui ont cartographié en fait euh, les zones de neurones. Ils ont établi une topographie du cortex cérébral visuel, du cortex visuel. Et j'ai été amené à le rencontrer lors d'une opération que j'effectuais pour Fiat en Italie. Et ça a été une rencontre absolument fabuleuse, étonnante, une rare rencontre. J'étais terrorisé à l'idée de rencontrer un prix Nobel. Euh, c'est toujours assez vertigineux hein, d'avoir l'opportunité de cette proximité. Et en fait, à tort, parce que j'ai rencontré l'un des hommes les plus humbles que je n'ai jamais vus. Euh, c'est quelqu'un qui était arrivé à un degré de solitude étonnant, tout simplement, parce qu'à force d'explorer, hein, d'être un pionnier, euh, il n'avait plus d'alter ego, il n'avait plus de personne capable de lui renvoyer en fait un questionnement auquel il était fixé sur le seuil. Et, euh, et 25 ans après, bien il ait disparu il y a maintenant 2 ans et demi, mais 25 ans après, il y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Alors, ça m'amène, en fait, ça a été une porte ouverte euh, à toutes les recherches en neurosciences. Et pour répondre à votre question, c'est ça qui m'anime. C'est la matière grise, en fait, hein. La couleur, c'est sûr, mais la matière grise, là où tout se passe, euh, Cézanne disait la couleur, vous cherchiez tout à l'heure une définition d'une couleur simple. Cézanne disait la couleur est le lieu où le monde et le cerveau se rencontrent. Euh, voilà, très très belle réflexion, très très belle citation, mais euh, voilà. Alors, il y a des perspectives étonnantes sur ce mystère du cerveau, et il y en a une en particulier qui moi, me passionne, parfois aussi m'empêche de dormir, c'est qu'il est possible, en tous les cas, il y a un certain nombre de personnes avec lesquelles nous partageons cette hypothèse, il est tout à fait possible que pour arriver à comprendre ce qui est relativement complexe, pour arriver à essayer de comprendre une partie du fonctionnement cérébral, arriver à comprendre ce qu'est la conscience est probablement une voie d'accès euh, déterminante. Et pour pouvoir arriver à comprendre où se situe la conscience, maintenant je crois qu'il y a un consensus général pour dire que la conscience n'est pas localisée dans une zone du cerveau. Hein. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement, c'est une connectique. Différentes zones du cerveau sont sollicitées, euh, les zones sensorielles, les zones euh, euh, de la mémoire. Voilà. Mais euh, il y a 3 ans, au mois de juillet 2019, euh, il y a eu un indice, un chirurgien a oublié un instrument dans le cerveau d'un de ses patients et l'endroit où était placé euh, cette, cet objet pourrait suggérer que ce serait non pas le siège de la conscience, mais en tous les cas l'interrupteur. Interrupteur, c'est-à-dire, bon, si cet endroit est fonctionnel, ça marche. S'il est détruit, eh bien, on rentre dans une attitude d'inconscience, et l'inconscience, en matière médicale, c'est le coma. Et alors, c'est quoi le rapport avec la couleur? Eh bien, c'est que il y a de fortes forte probabilité, hein, il n'y a aucune certitude à l'heure actuelle, mais il y a de fortes probabilités que pour pouvoir accéder
à cette petite zone de neurones, hein, ça fait 2 cm 3, hein, c'est tout petit, euh, c'est très fragile. Eh bien, il y a une voie d'accès qui pourrait être celle de la voie V4. Alors, la voie V4, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement cette aire de neurones qui a été identifiée par Yuval et Wiesel et qui est l'aire qui permet la vision, non pas des couleurs, mais la vision en couleur. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ça c'est ça, ça prend beaucoup de mon temps, beaucoup de voilà. Et c'est pour moi c'est plus, ça relève plus d'un intérêt que voilà. Mais je m'intéresse aussi à toutes les recherches sur les matériaux nouveaux, sur le, la bio-inspiration, le biomimétisme, la façon dont on va découvrir euh, des interactions entre des animaux qui vivent dans les profondeurs sous-marines et puis leur façon d'utiliser de la phosphorescence ou de la bioluminescence. Donc ça, c'est absolument... ou la manière dont on va arriver à faire le lien entre la vision spécifique du martin-pêcheur, parce que vous savez que le martin-pêcheur a une vision spécifique. Hein, tout simplement parce que euh, il a dû adapter sa vision aux conditions de son existence et pour pouvoir repérer la place des poissons, de sa nourriture sous la surface réfléchissante des cours d'eau, eh bien, il a dû développer un système optique qui fait que sa cornée est comme un verre polarisant. Hein. C'est-à-dire qu'il fait disparaître les reflets de sa surface pour pouvoir être performant. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Euh, euh, voilà, mais je crois que, enfin, rien n'échappe à ma curiosité. Alors, dès le départ, dès l'instant où j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais cherché à développer un modèle spécifique. C'est-à-dire qu'au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, je considère, c'est un a priori, mais je considère que les solutions sont déjà toutes réunies. Mais qu'il est nécessaire, et là, après avoir fait une citation de Cézanne, je vais faire une deuxième citation, mais celle de Matisse, d'Henri Matisse, un homme du Nord, hein, euh, qui disait euh, j'ai j'ai mis de l'ordre dans mes idées lorsque j'ai mis de l'ordre dans mes couleurs. Euh, Là, pour moi, c'est un leitmotiv. Euh, et ce leitmotiv, je l'applique de façon subliminale ou même totalement énoncée. Parce que dans une organisation, dans une entreprise, on m'appelle pour essayer de développer un programme de culture entreprise et de résoudre ou d'initier des produits nouveaux, la conception de produits nouveaux. Et donc j'ai affaire à des responsables de production, j'ai affaire à des responsables de communication, j'ai affaire à des responsables marketing, j'ai affaire à des responsables euh, de recherche et développement, etc., etc. Et toutes ces personnes, tous ces services sont des compétences qui sont que moi je n'ai pas parce que je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas un, un homme du commerce, mais je sais faire le lien. Et lorsque le lien est établi, on se rend compte que euh, les solutions étaient globalement au sein de l'entreprise et qu'il a fallu essentiellement mettre un tout petit peu d'ordre dedans. Euh, donc, pour ce faire, c'est beaucoup d'écoute, d'abord. Euh, c'est, euh, et puis, c'est une démarche
qui est une démarche avec une technique ancienne que l'on appelle la maïotique. La maïotique, c'est de ne pas transférer un exemple, un modèle qui serait le mien, mais c'est de permettre à chacun des participants de donner le meilleur de lui-même et d'aller collectivement à transcender en fait euh, le quotidien, l'ordinaire, et puis de, de réaliser à un moment donné le, le projet ou de tendre à se rapprocher du projet que l'on avait euh, initialement supposé être réalisable. Donc parfois on y arrive, parfois on s'échappe et puis on va découvrir tout à fait autre chose. Et là, c'est de la sérendipité et c'est encore beaucoup plus étonnant parce que bon, ça montre que les ressources sont multiples dès l'instant où on sait les mobiliser. Alors, il faut du temps. Hein, il faut du temps. Ça, c'est une dimension euh, que l'on nous accorde de moins en moins. Euh, et voilà, donc la satisfaction avec mes clients, c'est de travailler dans de bonnes conditions, travailler dans des conditions de confiance. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de multinationales, avec des gros moyens. J'ai eu la chance de travailler avec des PME, avec pas beaucoup de petits moyens, enfin même pas petits, pas beaucoup de moyens même. Mais une volonté, peut-être complètement à l'opposé des grands groupes. Euh, et je sais maintenant que j'ai peut-être une plus grande affinité de travailler sur des projets moins ambitieux, mais plus performants, plus efficaces, plus humains aussi, à une taille plus humaine. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on me reconnaît et c'est ce que j'attends aussi dans la collaboration avec des entreprises. Mais je crois que j'en ai parlé un tout petit peu précédemment. C'est de trouver en nous-mêmes, ou euh, dans la fédération des compétences de chacun, des solutions auxquelles on ne pensait pas, on n'aspirait pas. Et que euh, moi, je ne suis pas feignant. Je suis pas feignant, mais je préfère accompagner euh, et orienter que faire le travail à la place des opérateurs qui sont nettement plus compétents que moi dans leur domaine. Donc c'est travailler sur l'humain en fait. Voilà, c'est de travailler sur l'humain. Pour moi, travailler sur la couleur, c'est aussi principalement travailler à l'échelle humaine et à l'échelle des opérateurs humains. Voilà. Alors après, si on travaille sur la matière, sur les matériaux, oui, mais ça passe avant tout, ça passe avant tout par cette capacité. L'une des grandes aventures entrepreneuriales que j'ai eues, ça a été la collaboration avec le centre de recherche de la Banque de France pour le billet de 50 francs, le Saint-Exupéry. C'était la Banque de France est une société à monopole. C'était une société à monopole, donc sans concurrence et le personnel passaient leur carrière dans cette entreprise. Donc il n'y avait pas forcément de renouvellement. Et puis euh, et puis dès l'instant où on a commencé à parler de la monnaie unique européenne, dès l'instant où on a commencé à suggérer euh, une dématérialisation de la monnaie, ça a engendré euh, des résistances, ça a engendré une multitude d'interrogations en interne. Et euh, quand on a pu mettre en évidence que le personnel pouvait être
complètement moteur de cette évolution, de ce progrès. Quand on a dû prendre en considération que les chaînes de fabrication qui étaient issues des, des sites de production en France devaient être complètement identiques aux chaînes de production en Allemagne ou aux Pays-Bas, parce qu'il n'est pas question d'avoir entre deux billets de banque qui ont été fabriqués dans des endroits différents le moindre écart. Euh, ça implique de démultiplier les procédures, ça implique d'engendrer des normes, mais ça oblige surtout aussi à se dépasser et à créer de nouveaux process avec les gens, le voisin d'atelier, le voisin du bureau d'études, euh, et puis on arrive progressivement à trouver des solutions, et ça c'est merveilleux. Alors, c'est sûr que, bon, pour faire un petit billet qui est grand comme ça, on nous dit ça met 7 ans de recherche et développement, mais ça, c'est un enjeu, enfin, c'est une belle aventure. Donc, c'est de montrer que les ressources sont dans les équipes. Je pense que la couleur au sens large est confrontée à l'heure actuelle à un paradoxe. Ce paradoxe, il est que il y a une partie du registre de la couleur, du chromatique, qui est euh, qui pose problème. Parce que on observe maintenant qu'il y a des risques, qu'il y a des matières colorantes qui sont toxiques dans, dans 15 jours exactement, le 1er janvier. Le 1er janvier 2022, il y a des colorants qui vont être interdits parce qu'ils sont, on leur a, enfin, on a détecté une toxicité et cette interdiction, qui est une proscription à l'échelle européenne, bon, vous avez fait le lien que c'était les encres des tatoueurs, hein. Euh, cette proscription est pour moi représentative de tout ce qui est à craindre de la couleur, hein, ou des matières colorantes que l'on va trouver dans l'agroalimentaire, que l'on va trouver au niveau des cosmétiques, que l'on peut trouver également dans des registres multiples, euh, textiles ou autres. Euh, donc il y a cette dimension de la toxicité. Euh, il y a le fait aussi que euh, la génération actuelle, et c'est peut-être aussi une des conséquences du confinement, c'est que euh, il y a un abus, euh, il y a un abus d'utilisation des écrans. Et cette stimulation continuelle du système visuel à une lumière colorée qui est en direct suscite des transformations aussi bien au niveau de la physiologie de la vision, avec des vieillissements qui vont se révéler précoces et que l'on commence déjà à mesurer, en particulier, non pas sur la génération actuelle, mais sur les générations précédentes, parce que la cataracte, qui était précédemment identifiée aux alentours entre 55 et 60 ans, ben maintenant on commence à la détecter un peu plus tôt. Donc il y a une précocité d'usure des systèmes sensoriels euh, qui va s'opérer. Et puis, il y a un changement de paradigme dans le sens où, à force d'être stimulé comme ça de façon très intensive, euh,
très saturé, hein, pour reprendre notre vocabulaire, eh bien, on aspire continuellement à une sursaturation, à une sursaturation. Ce que l'on observe aussi au niveau, quand on travaille avec des nez, quand on élabore des parfums, on se rend compte que il faut augmenter les contrastes dans la composition des jus pour que les utilisateurs puissent détecter les notes de tête, les notes de cœur, etc., etc. Donc, je crois qu'on est en train de réduire un tout petit peu la subtilité pour être constamment dans des notions d'écart qui sont irréversibles. Donc, pour moi, c'est pas forcément non plus un progrès, hein. Et peut-être que l'une de nos actions serait euh, d'être vigilant par rapport à cette problématique, hein, en matière d'éducation en particulier. Donc il y a cette dimension que je qualifierais un peu de couleur toxique. Et puis il y a également des couleurs salvatrices. Il y a les couleurs salvatrices qui vont nous réjouir, euh, qui vont contribuer à nous émerveiller par rapport à- à- au monde environnant. C'est d'être surpris justement par euh, ces, euh, au biomimétisme, hein, euh, la façon dont euh, des êtres vivants développent des stratégies, soit de dissimulation, soit de séduction par rapport à la couleur, qu'on ne va pas forcément chercher à adopter pour nous, mais qui sont des leçons, des leçons de vie pour lesquelles on a été un peu négligent ces dernières décennies, par ignorance peut-être, et pour lesquelles on commence à prendre, à vouloir tirer des leçons. Donc, et là, bon, sans que ça soit forcément quelque chose d'une idéologie, mais le rapport à la nature, le rapport au naturel, euh, ça ne peut être qu'une leçon. Et qui nous dit le rapport au naturel dit aussi le rapport à l'évanescence, à la mutation, à l'évolution. Euh, donc, oui, des projets, des perspectives, des prospectives euh, assez paradoxales. D'un côté, euh, euh, avoir une certaine méfiance par rapport à la couleur, et puis d'un autre côté, d'être complètement libéré, lui reconnaître, encore beaucoup de poésie, beaucoup de charme, euh, d'attraction, d'intérêt. Alors, il y a un projet euh, qui a été un peu avorté, qui a été pas un peu, complètement avorté, que j'avais commencé à initier avec une philosophe, une amie philosophe qui s'appelait Jacqueline Lichtenstein, euh, qui malheureusement euh, est décédée en avril 19, en avril 2019. Et ce projet, c'était de reprendre les questions d'un colloque qui s'était déroulé en 1954. Et ce colloque avait pour titre Problème de la couleur. Problème de la couleur, c'était un colloque initié par Ignace Meyerson et qui abordait les grandes questions de la couleur. Euh, alors, on ne va pas dire dans l'immédiate après-guerre, mais en tous les cas, il y avait quand même cette situation. Et il y avait des artistes, des scientifiques, toute cette dimension transdisciplinaire à laquelle on aspire, qui étaient réunis et pendant 2 jours, a cogité sur... voilà.
Et ce qui nous intéressait avec Jacqueline, eh bien, c'était de reprendre les grandes questions euh, en matière de sociologie, en matière de linguistique, en matière d'anthropologie, euh, euh, pour mesurer l'écart, le progrès, éventuellement les régressions qu'il pouvait y avoir entre 1954 et puis on se disait, bon, si on le fait 70 ans après, ça serait bien. Hein, donc voilà, ça a été là avorté par son départ. Mais pour moi, c'est un projet pour lequel j'aurais un certain devoir, en tous les cas, à mettre en place. Euh, J'aimerais aussi combler un échec professionnel. Mais maintenant, c'est plus possible. Euh, pour moi, ça a été vraiment un échec qui m'a aussi beaucoup apporté. Euh, et c'est un produit, alors c'est un projet que j'avais eu en 1993, que j'avais apporté auprès des laboratoires Urgo. Alors, si vous avez des enfants, j'imagine que vous savez ce que c'est, les, les produits Urgo, les sparadraps. Et à l'époque, donc j'avais été voir euh, l'un des dirigeants d'Urgo en lui disant, voilà, combien de doigts? Alors, euh, alors, peut-être que je m'étais mal pris, je m'étais certainement mal pris, mais l'idée était tellement simple. Combien de doigts? 5. Donc là-dessus, on était d'accord. Mais le problème n'était pas bien évidemment sur le nombre de doigts, c'était sur le fait que Urgo ne présentait, ne fournissait, ne produisait que des sparadraps dédiés, destinés aux épidermes de type caucasien. Et que si j'étais malien, si j'étais sénégalais, et que je me blessais, et que je voulais mettre un sparadrap, eh bien le sparadrap devait être de la peau caucasienne. Voilà. Donc le marché, parce que là aussi c'est un marché, hein, c'était de développer des sparadraps correspondant aux couleurs de peau. Voilà, voilà. En 30 secondes, je vous ai tout dit. Je vous ai livré, je vous ai livré l'idée. Et ça a été réalisé il y a quelques mois par une start-up londonienne. Donc c'est bien pour eux. Et là, j'ai pas de regrets, mais ça soulève quand même une multitude de questions liées euh, à la manière parfois que l'on a de euh, proposer des idées simples, parce que la couleur, tout le monde a quelque chose à dire dessus, hein, vous devez le savoir. Tous les interlocuteurs ont un avis sur la couleur, et quand il y a des projets de ce type qui ont de l'ampleur, c'est pas essentiellement le produit par lui-même, mais c'était de, de résoudre une question existentielle. Euh, voilà, comment essayer d'améliorer cette, cette préservation, parce que bon, moi j'ai pas eu non plus cette idée qui s'est un flash qui s'est produit le matin, hein, ça s'est développé avec une certaine maturité, mais j'ai pas su le présenter. J'ai pas su le présenter. Voilà. Donc là, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Deux noms de couleurs. Le premier, ça va de soi, c'est Iris. C'est Iris parce que Iris, je ne sais pas à quoi on pense en premier. Est-ce que c'est la fleur? Et ces iris d'eau que l'on trouve de manière un peu sauvage
et qui, pour moi, sont euh, vraiment l'incarnation de ma couleur préférée, hein, mon territoire chromatique préféré, le violet, euh, avec ce petit liseré jaune là aussi. Bon, donc on est dans une dimension contrastée, mais c'est vraiment l'incarnation. Alors ça peut être le premier réflexe. Le deuxième réflexe, peut-être un tout petit peu plus lettré, c'est Iris, Iris, la déesse de l'arc-en-ciel, bien évidemment, hein, celle qui m'accompagne depuis quelques décennies et auquel je cours toujours après. Et à chaque fois que j'essaie de me rapprocher d'elle, eh bien, elle s'enfuit. Donc, Iris est le premier terme auquel je pense. Le deuxième, c'est tout simplement Isabelle. Euh, Parce que Isabelle, c'est aussi un nom de couleur, mais c'est surtout le nom de mon épouse. Voilà. Et c'est une muse, et Isabelle est un nom ancien, est un nom ancestral, mais autant l'Isabelle chromatique que mon Isabelle à moi sont deux mystères indéfinissables, et voilà. Donc Iris et Isabelle.